lycée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Mais il y a 7 ou 8 établissements dans le 95 qui proposent ce brevet d'initiation à l'aéronautique. Voilà. Et puis, C'est il faut sympa, se c'est rapprocher intéressant. Moi, j'aurais voulu apprendre ça. Ah ben, oui, c'est ce que ça intéresse beaucoup d'élèves. Parce que c'est récent, Ça quand même. intéresse. Non, c'est parce que je vous dis qu'on va faire cette année le cinquantenaire. Hein. Oui, mais d'aller comme ça apprendre aux élèves, aux enfants. Ça se faisait plus avant dans les aéroclubs. On ne m'a jamais expliqué ça Eh au ben. collège ou même en école primaire. On ne parlait pas des avions. Non, et justement avec l'armée de l'air, puisque l'armée de l'air a signé une convention avec l'éducation nationale en 2015. Le développement est en train de se faire maintenant de plus en plus justement auprès de ces écoles. J'ai des écoles qui le demandent, des collèges du moins qui le souhaiteraient. Par exemple Descartes à Soisy sous Montmorency, mais le problème qu'on a, c'est qu'il faut quelqu'un qui a le brevet pour pouvoir enseigner ce BIA, et puis il faut souvent des professeurs suffisants pour pouvoir faire tous ces cours qui sont quand même un travail. Les professeurs spécialisés aussi, quand même, il faut qu'ils aiment un peu l'aviation, non? Il faut avoir ce certificat qu'on appelle le CAEA, le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, qui est cet examen pour pouvoir faire cet enseignement. Mais en fait, celui qui a cet examen peut coiffer plusieurs établissements. C'est le cas à Sarcelles, puisque 3 établissements qui sont dans le 95 ont le même responsable CAEA qui coiffe les cours. Et les cours peuvent être enseignés par un professeur de l'éducation qui est dans l'établissement, mais également par des professeurs extérieurs ou des enseignants extérieurs, comme moi d'ailleurs, où je fais l'enseignement de l'histoire aéronautique aux jeunes dans un lycée. Très bien, merci beaucoup Daniel Flao d'être venu dans nos studios ce matin sur IDFM Radio Enghien. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'association Ancien Aérodrome, mais vous êtes aussi éducateur, vous êtes consultant, vous avez écrit énormément de livres sur l'aviation. Vous reviendrez de toute façon dans une prochaine émission. Ce qui est intéressant pour vos auditeurs, c'est d'aller sur le site internet. Alors c'est très simple, c'est www.ancien-aérodrome.com. C'est tout simple. En faisant en général ancien AE, ça sort automatiquement, vu le nombre de consultations que nous avons dans le monde actuellement. Et vous découvrirez les prochains événements, les photos, des images. Absolument, et sur toute votre actualité. On travaille actuellement. En plus, le site est en train de se remonter, là, on est en train de le réactualiser. Donc, Et bien sûr, vous avez énormément travaillé. Il y a aussi des très très belles choses sur le centenaire de la Grande Guerre. Oui, et le centenaire de la Grande Guerre, justement, nous avons eu l'accord du centenaire pour faire tous nos livres sur les atlas des terrains d'aviation militaire pendant la guerre 14-18. Alors on a la Somme le premier, l'Oise ensuite, la Meuse, qui a d'ailleurs été préfacée par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Lamata. Ensuite, vous avez l'Aisne, et là, on a sorti en fin d'année, l'année dernière, le Nord, et cette année va sortir le Pas-de-Calais. Merci encore Daniel Flao d'être passé ce matin sur IDFM Radio Enghien. À 8h50, nous allons encore parler de livres, mais cette fois-ci de livres différents, des livres avec beaucoup d'animaux, j'ai l'impression, une nouvelle fois. Tiffaine, bonjour, rebonjour. Bonjour. En pleine forme pour ce début d'année? Oui, tout va bien. La librairie est ouverte, les week-ends, en semaine. Peut-être fermé le lundi quand même, hein. Oui, Faut bien une tous petite les jours journée. sauf le lundi. Le dimanche aussi, vous êtes ouverte? 10h, 13h. Le dimanche matin, 10h, 13h. Qu'est-ce que vous nous avez ramené ce matin? Plein de nouvelles choses. Le mois de janvier est très prolifique. Alors, je vais commencer pour les petits. Je vais avoir un petit livre de bain qui est en forme de pingouin. Ah oui, ça j'aime bien, ça c'est avec pour moi. Ça. En plus un petit gant pour après faire la toilette dans le bain. Après, on a de nouveaux livres sonores, dont un qui marche très très fort avec le rock'n'roll. Je vous en fais écouter un tout petit morceau. Ah, je le connais celui-ci. C'est trop rigolo, un livre cartonné. Et sur chaque page, il y a un extrait d'un des grands tubes du rock'n'roll. Bon, ça s'appelle comment le livre? Et donc là, c'est Rock'n'Roll Baby chez chez Gallimard, qui est leur dernière parution.
Après, on a un super album qui s'appelle Nianchou qui retrace toute l'histoire du Nouvel An chinois et pourquoi on en arrive à faire le Nouvel An chinois, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient. Ça, C'est bientôt. super, c'est chez L'Anvers, c'est au mois de février. C'est le 16 février. Exactement. Après, on a un livre sur les bobos des animaux, ça vient de sortir chez Père Castor, c'est tout mignon. Chaque animal a un petit bobo. Oh, les En pauvres. tout début du livre, on a des petits pansements. On va aller chercher le petit pansement, on va être sur le bobo du chien sur sa patte. Après, le petit pansement pour le lion, le petit pansement pour tous les petits animaux. Et c'est trop mignon, c'est chez Père Castor, ça s'appelle Les bobos des animaux. Et encore un dernier livre, Allez, un peut-être. petit dernier, c'est la petite souris qui voulait pas devenir un petit rat. Donc dans sa famille, on est tous rats d'opéra, sauf que manque de peau, elle rêve de faire du flamenco. Du coup, elle se fait rejeter par toute sa famille, décide de partir à Barcelone et de s'éclater et va devenir une des plus grandes danseuses de flamenco. Merci beaucoup, Tiffaine. Rendez-vous le mois prochain pour une autre belle sélection de livres, toujours dans la matinale sur IDFM Radio Enghien. Merci, à bientôt. Je crois que je vais aller acheter le livre avec les bobos des animaux, hein, C'est pour trop les soigner, mignon. pour leur mettre un petit En plus, pansement. ils sont décollables, repositionnables à l'infini, Oh, c'est génial. c'est formidable. Merci beaucoup. À 8h53 bientôt. sur IDFM Radio Enghien. La matinale, IDFM Radio Enghien, la météo. Et dernier point météo de la matinale avec Sophia. Les Valdoisiens auront un ciel lumineux avec de la brume. L'après-midi, les éclaircies perdurent avec de la pluie à l'ouest et des nuages à l'est. Les températures chutent encore un peu par rapport à hier, mais restent au-dessus des normales de saison. Nous irons de 4 à 9 degrés en moyenne. Vous ressentirez ce matin 5 degrés à Marine, 6 degrés à Argenteuil et à Parme. En deuxième partie de journée, nous aurons 9 degrés à Viarmes, à Pontoise et à Bréançon. Et pour refermer la matinale, nous allons encore vous offrir des cadeaux comme chaque matin. Le grand jeu du matin vous guette avec encore cette semaine à gagner des places pour le concert des années 80 qui aura lieu le 2 février à Sannois. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 pour identifier cette voix. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Et à vous le concert, le spectacle des années 80 avec Sloan, Francky Vincent, Richard Sanderson ou encore Alain Lorca du groupe Gold. 01 34 12 12 22 si vous identifiez cette voix. Bonne chance, nous retrouvons Marina Kaye avec Something, c'est son nouveau tube. Donc c'est terminé. Oui, oui, oui. Ah, merci. Ah, faut que je prenne une photo. De... Ah Des oui, livres on ou fait- de... on fait- Les livres, c'est fait Ouais, c'est IDFM Radio Enghien, bonjour. Oui, la proposition. Ne quittez pas. J'ai pas fini. Regarde, il n'y a que 50 ans. T'as qu'à aller juste l'indicatif. Non, je vais regarder juste la dans les fichiers. Vous êtes plusieurs à faire la présentation, à faire Ah l'animation. bah après, il y a une autre personne, il y a une autre émission juste derrière. À 9h. Regardez-moi vite fait. Merci. Elle a trouvé la bonne réponse? Oui, oui, tu peux t'en occuper s'il te plaît. Tu prends le numéro de téléphone. Tu lui dis qu'on l'appellera lundi. Ouais. Je le lance, si tu veux. Bonjour. Attendez. Oui. Oui, je peux prendre votre nom, prénom. Donc on lancera un prochain livre si ça vous intéresse. Ah oui, il faut. Celui de Pau, non, pas tout de suite. Si. Ah bah non, là Il sortira prochain, ça va après être nous. Creil, donc c'est pas très loin, ça peut vous intéresser. Oui. D'ailleurs c'est assez amusant, mais on signe une convention avec le lycée et quelques établissements de l'Oise et du nord de la France. Et comme c'est la base de Creil qui est le support, moi les élèves qui auront leur brevet par exemple, cet examen, ce BIA, on prévoit de les faire venir sur la base de Tavernu pour leur remettre le diplôme. Vous voyez, ça sera un peu honorifique. Lundi. Oui. Radio Enghien, bonjour. Oui. C'est
C'était une très bonne réponse, mais on a déjà un gagnant. Ça va? Allô? Oui? Bonjour? Oui, vous me proposez qui? Ah, tu vois, il faut passer quand même. C'est une très bonne réponse. Malheureusement, nous avons déjà un gagnant. Réessayez lundi. Ok, merci. Merci vous aussi. Au revoir. Je passe pas, je passe au point. C'est vite découvert, si je comprends bien. Non, pas toujours. Ah bon? Ouais, ça dépend. Apparemment, là, c'était facile. Marina Kaye sur IDFM Radio Regain avec Something, extrait de son dernier album. C'était la matinale, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Je vous souhaite un agréable week-end. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie et Florence Sueur reviendra largement sur l'événement qui vous intéresse, qui a démarré mercredi à Enghien-les-Bains. C'est le Paris Digital Summit, un événement où vous allez découvrir des grands noms, des effets spéciaux. Ils viennent en masterclass pour vous expliquer l'envers du décor, comment sont construits leurs films, par exemple Jurassic Park ou encore Star Wars. Plein de conférences et aussi des avant-premières, principalement au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Nous accueillerons donc Florence Sueur d'ici quelques secondes qui reviendra avec ses invités en compagnie du maire d'Enghien-les-Bains sur le Paris Digital Summit. Merci d'avoir été avec nous. Merci Tiffaine, merci Sophia. Et merci aussi à nos différents invités qui sont passés depuis lundi. Bye bye, bon week-end. Ça y est, c'est la fin de la journée. Non, ça continue, c'est pas fini. Ah. C'est la fin de l'émission là. T'as écouté? On peut avoir l'enregistrement qui a été fait ou pas? Vous n'avez pas amené une clé USB par hasard? En France, on dit. Si. Alors, Cap Digital, c'est Je un n'ai activité qui regroupe des entreprises, des laboratoires de recherche publics. Au revoir, merci beaucoup. Tu peux pas le monter. Je peux en faire, c'est un peu de compétitivité. Alors, Cap Digital, c'est un peu de compétitivité. Donc si on le monte, c'est fini. Si on l'arrange pour elle, c'est qui fini. regroupe des C'est comme ça. entreprises, des laboratoires de Mais recherche. je sois assez pour pouvoir faire pause, pour pouvoir. Non, elle va jamais vouloir. Elle va nous dire comme nous disent les autres. Ah mais ça s'est bien passé. Bonjour tout le monde. Il n'est pas très bon le son. Bah on n'a pas le choix, fait comment? Comment on fait? On peut pas travailler la nuit? Quel technicien va travailler la nuit? Nous on fait de l'économie. On fait de l'économie. Vous comprenez pas l'économie tous les deux là. Et si on ne comprend pas l'économie, c'est une raison pour passer des sons qui sont de mauvaise qualité dans l'émission. Très bien. Voilà. Vous avez tout compris. Mince, où sont les papiers de... Ah bah ils sont là. Et vous entendez l'interview que vous avez faite ou pas? Vous voulez que je la fasse écouter aux invités pour... Ah pardon, désolé. Tu n'as pas carré le truc. Bon, on est en direct sur Facebook, je vous rappelle. Tu veux que j'envoie quelque chose? Il y a un petit problème. Vous allez bien? Et vous? Très bien. Bonjour. Vous avez marre dans 3 minutes, ça? On marque tout de suite. Ça va? Faut que je passe pas ici? Il est 9h. Là plutôt, ce sera mieux. Là? Oui. Ok. Bonjour. C'est à qui le sac là? Ça c'est Oui, bien. Christophe. Alors, Vous allez bien aussi? Bonjour. bon, alors. Ça, c'est les pauses musicales. Ça, c'est les interviews. Et de toute façon, je donnerai le top. Ça, c'est quand je vais le présenter. Pour cette interview-là, on s'arrête au milieu, en fait. Hein. Pour la première, on prend un 1,03, on s'arrête à 6,40. C'est Stéphane Saint-Just qui donne 1, tout est mieux. On y va.
Bonjour à tous, merci Christophe, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour une heure de bonne humeur avec Francky à la technique et Léo, notre co-animateur de la semaine. En plus de notre fréquence en FM sur 98.0, écoutez-nous en web radio sur idfm98.fr et surtout, regardez-nous en live, en vidéo, via Facebook, page IDFM. Le bar de l'économie, c'est un croisement d'expérience et de savoir-faire. Nous invitons tous ceux qui entreprennent, réfléchissent et concourent à la vie économique ou politique, en réalité à notre vivre ensemble. Ils ont de l'esprit et du cœur, et d'ailleurs j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sueur. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Faut-il vous présenter? Maire d'Enghien-les-Bains, premier vice-président du conseil départemental et président du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Vous êtes là ce matin car les 4e rencontres des professionnels des effets spéciaux, des effets visuels et de la création numérique sont à Enghien, les VFX comme on dit dans le jargon, et vous accueillez et financez le Paris Image Digital Summit. À vos côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Marchais, bonjour. Bonjour Florence Sueur. Vous êtes le directeur marketing et communication de la commission du film d'Île-de-France et surtout le délégué général du PIDS, Paris, je le disais, Image Digital Summit, qui se déroule au Centre des Arts depuis hier et jusqu'à ce soir. Tous les deux, vous allez nous expliquer l'objectif d'un tel événement, pour qui, ce que l'on y trouve, la job fair, quel impact de cet événement pour l'Île-de-France. Et dans un second temps, nous parlerons des missions peut-être de la commission du film qui aide et conseille les équipes peut-être en matière de financement ou en passerelle. Au PIDS, comme on dit, nous avons rencontré Stéphane Singier du pôle de compétitivité Cap Digital qui indique les possibilités d'emploi en Île-de-France. Nous allons l'écouter. Et Margot Durand-Rival des Android Associés qui va nous présenter un métier, le métier de superviseur. Donc pas de start-up aujourd'hui, on présente un métier. Christian Guillon était notre invité hier et il a annoncé d'ailleurs l'arrivée du calcul en temps réel sur un plateau de production. Alors on a pu se poser la question, l'ordinateur transforme-t-il les acteurs en humanoïdes ou est-ce l'inverse? Peut-être on aura le temps de vous faire parler sur ce sujet. Vers 9h45, ce sera la pause info de Léo. Et vers 9h50, un secret immobilier dévoilé par Larissa Minov. Mais tout de suite, un rayon de soleil avec notre pépite musicale du jour. Et bien voilà, la musique arrive. C'est chaud le matin. Mais un plaisir. Et vous êtes qui? Marie-Charlotte Malin, je suis la journaliste du service communication. Ça va? Ah bah, si vous l'avez su, vous auriez travaillé avec moi. Oui. Bah, asseyez-vous après. Je vais démarrer à 8h. Première commission de déjeuner avec une délégation de Ah bah super. Vous avez entendu le début? C'est dommage. C'est la Daland, c'est là où sont fabriqués les ladins. Francky, on va reprendre au bout d'1 minute 30 parce que monsieur Yann Marchais doit repartir à 9h30. On en est à combien là? De 5 minutes. J'ai vu que c'était un peu quelque chose, la loi de suite à l'eau, avec les super ça, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais je pense surtout au niveau des actions menées par la CCI, j'ai vu ça, et la communication. Ça me dérange pas. De toute façon, on est en live. Vous êtes prêts? On va reprendre. Vous avez entendu toutes mes questions. Oui, vous avez vu? Ça va être la mitraillette. Voilà, faut que j'ai la montre juste en face. Ouais. Comme ça, vous avez dit que vous ne vouliez pas faire 9h30. Oui, sinon je vais être en retard pour démarrer les conférences. Allez, vous avez reconnu Barbara Streisand sur IDFM. Nous sommes en compagnie de Yann Marchais, donc délégué général du PIDS, et de Philippe Sueur, le support du PIDS, on va dire, maire d'Enghien-les-Bains. Alors, tous les deux, d'après le rapport de Jean Gaillard de 2016 auprès du CNC, la Commission nationale du cinéma, l'ensemble du secteur de la prestation VFX pour le cinéma, télévision et publicité était estimé à fin 2015 à environ 80 millions d'euros. 5 entreprises se détachent
Autre chose, Buff, CGEV, MacGuff, Micros, Images pour l'activité cinéma et audiovisuel. Plusieurs entreprises de taille significative sont tournées vers la publicité avec une activité export conséquente comme par exemple Digital District, Fix Studio, Machine Mall, La Maison, Mathématiques, Media Lab, Night Shift, voilà des noms d'entreprises. Mais la concurrence belge est la plus forte, puis vient Montréal, le Luxembourg et l'Angleterre. Les journées de travail sont longues partout, les métiers des VFX sont intenses et exigent de très fortes motivations et de la disponibilité dans tous les centres de production. C'est donc un marché de niche qui dépend beaucoup de ses fondateurs, mais plusieurs startups fleurissent depuis 18 mois et l'on attend beaucoup de leur développement qui risque de révolutionner le marché du film et de l'animation. Côté salon, forum, on peut dire que le PIDS, c'est l'évolution naturelle de Paris FX qui avait lieu d'ailleurs au Centre des Arts, qui lui-même a pris la place peut-être d'Imagina, ce fameux salon de l'animation qui s'est arrêté à Monte-Carlo en 2008. Qu'en pensez-vous, Yann Marché ? Imagina, évidemment, on cite souvent Imagina et effectivement pour beaucoup d'anciens, il y avait une conférence justement qui était animée par Pierre Reynaud et on a parlé des ex machina et c'est vrai que souvent quand je discute avec un certain nombre de chefs d'entreprise, on parle de Imagina, on parle des grandes entreprises des années 90 et c'est vrai qu'en France, on a une grande tradition dans l'image de synthèse. D'ailleurs, même les Américains ont coutume de dire que c'est là où tout a commencé au milieu des années 80. D'ailleurs, c'est une époque où ont été créées les sociétés MacGuff, Buff, ils continuent les Micros-Images, ils continuent aujourd'hui à rayonner dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on a un vrai savoir-faire en France, on a des écoles et une vraie excellence en la matière, et pourtant, notre activité a connu des crises cycliques depuis une vingtaine d'années, et surtout ces 5-6 dernières années, et vous parliez notamment de la Belgique, et on pourrait aussi citer le Canada, où il y a eu évidemment une sorte de compétition extrêmement féroce en matière fiscale, et il a fallu s'adapter. C'est vrai que la France a été un petit peu en retard à ce niveau-là, et nos sociétés ont connu de graves difficultés. Et le rapport Jean Gaillard, notamment, a permis de mettre l'accent sur un certain nombre de grands problèmes. Et le CNC, je dois dire, a réagi extrêmement rapidement pour justement mettre en place de nouvelles mesures. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a notamment un crédit d'impôt national et international qui est aujourd'hui de 30%, ce qui nous permet d'être justement à peu près à niveau de ce qui se passe ailleurs, même si le crédit d'impôt canadien est un peu plus élevé, et également des soutiens spécifiques à la filière. Et cette année, l'industrie des effets visuels français, justement, reprend du poil de la bête. Voilà. Et puis également, je ne l'ai pas cité, mais la région Île-de-France a également réformé son fonds de soutien et permet justement de soutenir des films qui proposent une forte valeur ajoutée en matière d'innovation technologique dans les productions. C'est comme ça qu'on a soutenu notamment un film comme Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, qui était présenté justement à l'étude de cas avec Albert Dupontel hier soir au Paris Images Digital Summit, ou le film Dans la brume de Daniel Roby qui sortira d'ici quelques semaines. Alors justement, parlons un petit peu de ce forum, le Paris Images Digital Summit. Que vient-on faire à ce forum ? On va faire plein de choses au Paris Images Digital Summit parce que dès le départ, on a souhaité un peu d'être un petit peu original finalement par rapport à ce qui se passe ailleurs. On ne voulait pas faire un salon au sens classique du terme. Il était important justement de croiser les enjeux créatifs, techniques et économiques autour d'une même manifestation. Et plutôt que faire justement un salon, on s'est dit que ce serait plus intéressant d'engager le débat, de faciliter les rencontres et de permettre à la communauté des effets visuels d'avoir un lieu justement pour échanger, pour discuter autour des nombreux sujets qui animent cette profession, parce que c'est une profession où les technologies, l'innovation est très important, mais derrière il y a des artistes, donc on parle de créativité, et sans justement une industrie forte, eh bien on ne peut pas lancer les projets. Donc tout ça est lié, et la création, si vous voulez, du Digital Summit est partie de ce constat-là. Voilà. Et je dois dire qu'on a évidemment des soutiens extrêmement fidèles pour mener cette opération. Évidemment, la ville d'Enghien-les-Bains et son centre des arts, parce que tout de suite, quand on a discuté avec Dominique Roland, on s'est retrouvé sur les mêmes questions, sur les mêmes réflexions, parce que lui a une salle qui justement est une référence mondiale en matière d'art numérique. Et on sait bien qu'il est absurde aujourd'hui de scinder la culture et l'économie. Tout ça
est lié, est imbriqué, et c'est ce qu'on essaye de faire au Paris Image Digital Summit. C'est vrai qu'en France, on a un petit peu l'habitude de tout segmenter, ce qui est un peu dommage parce que tout concourt finalement à la vie économique. Et sans la culture, je veux dire, il y aurait plein de métiers qui n'existeraient pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Sûr? Pourquoi investir finalement? C'est de l'investissement. Ça coûte de l'argent pour une commune de soutenir. Bien entendu. Hein, néanmoins, est-ce que nos auditeurs savent exactement de quoi on parle? Parce que nous parlons d'effets spéciaux, de VFX, mais il faut reprendre que le cinéma, qui est une grande industrie française, a démarré sur aussi des artifices, et je pense à Méliès. Voilà. Il y a de la magie dans le cinéma, et les nouvelles technologies, Yann Marché a prononcé ce mot premier, image de synthèse, et donc nous savons faire ça à travers le monde depuis quelques décennies, mais le numérique a centuplé la capacité de faire, d'invention, on a repoussé les frontières, et aujourd'hui le cinéma, quel qu'il soit, on vient de citer 2 films qui sont presque classiques, parce qu'ils n'ont rien à voir avec Avatar ou Jurassic Park ou Star Wars, mais les effets spéciaux sont partout. Donc c'est à la fois une explosion artistique, c'est une explosion technologique dans une industrie du cinéma. Et c'est là où je peux répondre à votre question. Je suis absolument convaincu qu'il y a une économie culturelle. Bien sûr, dans tout ce qui est spectacle vivant, mais dans cette industrie cinématographique qui n'est pas que le cinéma de loisirs, mais qui est aussi le cinéma professionnel et la publicité. Et si on lit d'ailleurs le rapport de Jean Gaillard, sur ce domaine même des effets spéciaux, il envisage un triplement de l'emploi. Donc un enjeu économique sur un créneau de savoir-faire, de technologie, où on a des écoles remarquables, que l'étranger nous envie, et c'est bien évidemment là ce qu'on appelle un écosystème de l'industrie cinématographique et de l'art graphique en général. C'est vrai qu'il y a un secteur, c'est un secteur qui a une vraie croissance. On ne connaît pas la crise, j'allais dire le chômage dans les métiers de l'animation et des effets visuels. On a évoqué évidemment les difficultés de l'industrie des effets visuels français ces dernières années, mais il faut dire que dans le domaine de l'animation, donc au sens plus large de la création numérique et des studios d'animation, en France, on a une très très forte croissance. Et aujourd'hui, on a des acteurs mondialement reconnus. Illumination MacGuff, Moi moche et méchant, est entièrement réalisé à Paris, par exemple, parce que peut-être les auditeurs ne le savent pas. Microsimage travaille également avec des studios américains sur de nombreuses productions. Ils ont réalisé aussi Astérix. Donc, dans ces métiers-là, on recrute, et c'est pour ça qu'on a lancé cette job fair il y a maintenant 3 ans, parce qu'on avait une forte demande justement des entreprises, non seulement françaises, mais aussi européennes, qui souhaitaient venir recruter les talents français. Parce qu'effectivement, dans ce domaine-là, dans le domaine de la formation, on est également très très fort. Et on a des très grands talents qui non seulement travaillent en France, mais s'exportent aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. J'ai discuté hier soir avec Joe Letteri, un de nos invités, qui travaille chez Weta en Nouvelle-Zélande avec Peter Jackson et James Cameron. Et il me disait qu'il y a à peu près une 50aine de Français qui travaillent aujourd'hui chez Weta. Joe Letteri, c'est Avatar. C'est Avatar. C'est Valérian aussi, parce qu'il a travaillé avec Luc Besson. Et là, le choix, par exemple, de Weta pour le film de Luc Besson, c'était un choix créatif. C'était pas un choix justement fiscal. À un moment donné, il avait une idée et il est venu chercher Joe Letteri parce qu'il s'est dit, lui, il va pouvoir m'aider pour la réalisation justement de mon film. Donc il y a des décisions, si vous voulez, économiques sur beaucoup de productions, il est vrai, mais pas seulement. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu finalement pour nos entreprises, et là je parle vraiment de la partie effet visuel et du film live pour que les auditeurs comprennent bien, c'est à la fois d'avoir un écosystème fiscal qui soit concurrentiel et qui puisse nous permettre d'attraper des projets, mais ça veut dire également qu'il faut que nos entreprises puissent se développer pour pouvoir accéder à certains types de production. Voilà. Alors vous parliez de Moi moche et méchant, il faut dire que c'est la plus grosse production que ce film a rapporté plus de spectateurs que les 5 Shrek réunis, donc c'est très important effectivement. Et c'est vrai que jusqu'à présent la France n'avait pas pris conscience
que fiscalement on était quand même moins bien lotis que les autres pays étrangers, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que certaines entreprises se relocalisent depuis l'année dernière. C'est peut-être grâce à cette prise de conscience et j'espère que ça va durer. Alors parlez-nous un petit peu maintenant de ce qu'on trouve à Paris Image Digital Summit. Alors, le Paris Image Digital Summit, dure 4 jours. On a attaqué dès le mercredi soir avec la soirée des Génies Awards. Donc ça marche très très bien. Et donc ça permet justement de célébrer l'inventivité, la créativité des superviseurs d'effets visuels. Et donc c'est maintenant un événement reconnu et on invite également chaque année des grandes personnalités, des légendes, je dirais, des effets visuels. On a honoré notamment Phil Tippett, Christian Guillon qui était votre invité hier, Joe Letteri, notre génie d'honneur, l'année dernière, il n'avait pas pu venir, mais il est là cette année. Il était malade. Oui. Il était malade, malheureusement, et puis comme il est en Nouvelle-Zélande, ça fait un long trajet. Et il est venu justement pour nous parler de sa carrière, mais également d'une des dernières productions qui est La planète des singes Suprématie. Et il est d'ailleurs nommé aux Oscars, donc peut-être qu'il aura un 5e Oscar d'ici quelques semaines, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et donc, on a ces 2 journées de conférences. Ensuite, donc là, aujourd'hui, on attaque la 2e journée de conférence où justement, comme j'expliquais tout à l'heure, on parle de technique, de création, mais également d'économie. On a d'ailleurs aujourd'hui une rencontre avec l'ensemble des professionnels de la filière pour discuter d'un certain nombre de sujets clés qui vont permettre justement au secteur de se développer en termes de formation, en termes de développement international, mais aussi en France, comment mieux considérer les effets visuels, et notamment les superviseurs d'effets visuels, comme des vrais talents à part entière et pas seulement des prestataires, et de pouvoir les faire intervenir dès l'étape de préparation d'un film, comme c'est le cas justement aux États-Unis. Donc il est important aussi en France de mieux considérer nos talents. Et d'ailleurs, les Génies Awards, on les a créés aussi pour ça. C'était enfin de reconnaître les talents des effets visuels français. Il y a un Oscar des meilleurs effets visuels. Il y a même en Italie un Donatello. Il y a un Goya. Et en France, on n'a toujours pas de César des meilleurs effets visuels. Donc nous, on pousse beaucoup pour que l'Académie crée enfin un prix. Ça nous paraît totalement légitime. Quand on voit le travail qui est fait par Cédric Fayol sur Au revoir là-haut, par exemple, ce qui a été fait sur Santa et compagnie de Alain Chabat, dont d'ailleurs on présentera l'étude de cas aujourd'hui à Enghien. Il est vraiment important justement que chacun se saisisse de cette affaire pour pouvoir valoriser nos talents et nos entreprises. Alors les études de cas, qu'est-ce que ça permet de faire? Pourquoi les gens viennent les écouter? Qu'est-ce qu'on y fait? On échange des bonnes pratiques? Alors, les études de cas sont destinées à la fois aux professionnels, j'allais dire de la profession professionnelle, comme disait Jean-Luc Godard, mais on va dire à la communauté des effets visuels, qui va permettre justement de dire comment telle séquence a été réalisée, donc de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Les étudiants qui sont très importants pour nous, voilà, les écoles d'animation et d'effets visuels viennent chaque année au PIDS, donc c'est intéressant pour elles de pouvoir justement découvrir comment tel ou tel film a été fabriqué, et puis de rencontrer justement ceux qui ont réalisé ces effets visuels. Et on compte aussi beaucoup sur la venue ce qu'on appelle nous les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les producteurs, parfois les directeurs de production, les réalisateurs, parce que c'est important de leur dire voilà ce que vous pouvez faire avec les effets visuels. Hier, on avait fait venir Margot Durand-Rival, qui a travaillé chez The Third Floor, qui est une référence absolue mondiale en matière de prévisualisation. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais j'avais un certain nombre de réalisateurs qui me disaient, suite justement à cette conférence, j'ai appris plein de choses pour mon prochain film, et c'est vachement intéressant, je vais pouvoir utiliser ces outils-là pour ma prochaine production. Et c'est vrai que des fois on a du mal à faire venir justement les réalisateurs et les producteurs qui ne sont pas forcément concernés, ils pensent que c'est technique, que c'est pas pour eux et qu'eux ils sont plus dans des enjeux soit d'écriture, soit de financement, mais moins des enjeux de fabrication. Et la fabrication, c'est essentiel dans la réussite d'un film, ça paraît une sorte d'évidence. Ça l'est totalement aux États-Unis, encore une fois, mais parfois en France, il est dommage que le producteur ne s'intéresse pas plus à tout le potentiel technique en termes de fabrication de contenu. Mais c'est une évolution du métier de producteur en fait, parce que c'est au départ on pense que producteur effectivement ne s'intéresse pas à la technique, donc pour lui ça doit être un peu étonnant de voir que, maintenant les jeunes producteurs vont être obligés de s'intéresser à la technologie parce qu'ils vont être obligés de l'intégrer dans leur film. Un bon producteur, en principe, doit s'intéresser à tous les corps de métier, au processus de fabrication d'un film, parce qu'il
effectivement aller chercher le financement d'un film, développer un scénario, permettre à un réalisateur de réaliser son film, c'est une chose, mais évidemment quand on rentre en production, il est important d'avoir justement une vision extrêmement précise de chaque chose afin justement de prendre les bonnes décisions, parce que les effets visuels, c'est évidemment un outil extrêmement important de création, et notamment qu'on crée des univers, comme c'est le cas de films comme Valérian, qui sont des films à univers, mais c'est pour beaucoup, non seulement dans le cinéma, mais de plus en plus dans la série télé, un outil pour faire des économies. Voilà. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les effets visuels, c'est un outil également pour faire des économies, pour permettre de réaliser certaines séquences qu'on n'aurait pas pu faire. Et grâce justement à ces technologies, on va pouvoir faire des économies qui vont ensuite permettre de faire d'autres choses. Donc il est important que justement, dès l'étape de préparation, bien que tout le monde se réunisse autour d'une table, que le réalisateur, le producteur et même le scénariste, parce que quand vous écrivez une séquence, si elle coûte très cher ou si elle est irréalisable ensuite, ça va poser un problème, vous êtes obligé de l'éliminer. Donc mieux vaut discuter justement avec un superviseur VFX pour dire « Ah tiens, comment je peux faire telle ou telle séquence ?» et adapter l'écriture en fonction de ça. Voilà. Alors, quelques exemples, effectivement, c'est la reconstitution notamment historique. C'est beaucoup plus facile de reconstituer en image que de faire venir des figurants et de reconstruire des maisons. Voilà, c'est le genre d'économie qu'on peut trouver. Oui, alors on peut cloner maintenant on peut cloner des figurants. Donc maintenant, c'est fini le temps où on amenait 10 000 personnes dans un stade et puis on essayait de faire croire qu'il y avait 50 000 personnes. Aujourd'hui, vous mettez 15 personnes. Et puis au final, grâce justement à un certain nombre de logiciels, notamment français, je pense à la société bretonne, elle n'est pas en Ile-de-France, mais Golem, qui est déjà venu d'ailleurs au Digital Summit, qui a créé des solutions qui permettent de cloner des foules et de manière extrêmement diversifiée. Enfin voilà, donc c'est effectivement une des innovations. Il y a effectivement tout ce qui concerne les extensions de décors ou même la création complètement de nouvelles architectures. Alors, le paradoxe qui est intéressant, c'est que justement avec le numérique, on pense qu'on peut tout faire et souvent qu'on peut le faire facilement. Parce qu'aujourd'hui, les outils sont tellement ergonomiques et maniables, on a l'impression que construire une cathédrale en image de synthèse, on peut la reconstruire à l'infini, changer des choses, etc. Et souvent, quand je discute avec un superviseur VFX, il me dit, mais quand on me demande tel ou tel changement en matière d'architecture c'est aussi compliqué d'une certaine manière que quand on demande ça à un décorateur. Mais les gens comprennent très bien que si on demande à un décorateur de casser son décor pour en construire un autre, que ça va être très compliqué et très long, mais ils ont parfois du mal à le comprendre quand c'est avec un ordinateur. Pourtant, ça prend autant de temps parfois en termes de fabrication. Oui, Christian Guillon l'a bien expliqué hier, c'est le temps de calcul pour faire les images. Et il a bien dit que c'était énorme et qu'en fait, on s'en rend pas du tout compte. Parce que les moyens des ordinateurs sont pas encore suffisants, mais ça va arriver. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale pour laisser respirer nos invités et nos auditeurs. Est-ce que je peux vous poser après une question est-ce qu'il existe une école française des effets spéciaux? Oui, non, il y en a plusieurs, justement, c'était ma question suivante. Quelles sont les écoles? Il y en a au moins 5 ou 6. Oui, les écoles. Non, mais moi je dis un style français. Ah, un style. Oui, voilà. Pas une école, un style français. Alors, comme je sais qu'il faut qu'on vous lâche à 30... Quelles sont les dernières questions On n'a pas parlé vous vouliez parler de mots sur la région Île-de-France? On n'a pas parlé. Oui, je voudrais bien. Enfin, il y a plein de choses à dire. Non, juste ma question sur est-ce que le grand public peut assister au Paris? Est-ce qu'il est invité? Oui, ça on peut parler parce que c'est vrai que c'est important aussi pour les auditeurs. C'est ce que je voulais moi savoir. Moi, c'est la question. Puis la deuxième, après, c'était de parler du rôle, de la région par rapport qu'on revienne sur. Parce que j'ai déjà, dans une précédente émission, je ne sais plus, au mois de décembre ou octobre ou novembre, j'ai donné toutes les avantages fiscaux. Et la région verse combien de la commission du film? C'est pas grand chose, c'est pour ça qu'on a dit. Je lui dis, on ne va pas insister là-dessus parce que. Déjà, il faudrait faire une émission. Non, mais ça, on ne va pas parler de ça tout de suite, on n'a pas le temps. Moi, je propose qu'on se concentre une dernière fois sur le PIDS et le grand public cette fois. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la job fair, mais j'en ai parlé hier, donc ça va.
Et puis surtout sur le fait que la commission du film est un facilitateur d'affaires, je pense que c'est important. Oui, ouais. Parce que moi j'ai bien vu hier en faisant mes interviews qu'il y en a qui sont quand même... C'est dur hein, finalement de faire du développement et d'être dans ce secteur parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, du temps, ça coûte de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc on voit bien que certains sont un peu dépités. Hein. Oui, en fait, donc je pense que c'est bien de donner une petite respiration. Ce qui n'est pas évident aussi, c'est que nos entreprises, souvent, c'est des petites entreprises. Et donc, c'est pas forcément faire du développement commercial. Non, mais d'abord, il y a aussi du développement de réflexion. C'est tout ce temps-là qui prend beaucoup de réflexion, temps. développement commercial pour aller chercher de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Donc quand on a la tête dans le guidon en train de fabriquer des choses, on n'a pas forcément... Voilà. Et c'est vrai que les sociétés anglaises notamment sont mieux organisées en la matière. Bon, après, ça serait bien de nous dire tout ça au micro. Ouais, on peut en parler. Dans 2 secondes. On peut reprendre. C'est bon. Oui. Attention. Émission spéciale VFX avec Paris Image Digital Summit et Yann Marché et Philippe Sueur. Alors Yann Marché, on sait que vous devez partir à 9h30, donc quand même 2 dernières questions. Le grand public est-il autorisé, invité à venir à ce forum ? Il est même chaleureusement invité. D'une part parce qu'on organise, c'est pas seulement un rendez-vous professionnel, on organise également des sessions spéciales ouvertes au grand public, et notamment dès ce soir à 19h15 avec une masterclass exceptionnelle avec notre génie d'honneur 2018, monsieur Phil Tippett. Phil Tippett, c'est le créateur des créatures de Star Wars, des premiers Star Wars, c'est lui qui a créé le Robocop notamment, et on va présenter justement son travail. Il a eu également aussi plusieurs Oscars. Et on aura ensuite, on projettera le film de Paul Verhoeven, Starship Troopers, qui est un des modèles du genre. Et nous aurons également demain après-midi à partir de 15h une avant-première famille, les aventures de Spirou et Fantasio en présence de l'équipe du film. Et à l'issue justement de cette projection, le grand public pourra interroger la société Digital District à propos justement du travail qui a été réalisé sur les effets visuels. Alors, on va répéter les horaires. Ce soir, la masterclass 19h15, suivi d'une projection donc, de Starship Troopers. Et demain, le à film. Partir de 15h, enfin même pas à partir à 15h, il faut être là à l'heure. Donc je vous invite d'ailleurs à retirer vos places dès maintenant au Centre des Arts dans Galet-Bain, en tout cas faire des réservations, parce que notamment pour la masterclass de Phil Tippett, vous risquez d'avoir beaucoup de monde. Et c'est gratuit ? Non, c'est pas gratuit, mais disons que c'est un tarif tout à fait raisonnable. Je n'ai pas les tarifs en tête, mais je crois que c'est autour de 5 ou 6 euros. Enfin voilà, on reste. Voilà, tarif tout à fait exceptionnel, intéressant. Venez nombreuses de voir les aventures de Spirou en avant-première. Ça peut être super. Et ce soir, la masterclass, c'est très formateur. Alors, dernière question, c'est par rapport au rôle de la commission du film, Yann Marché, qui est, je pense, un facilitateur d'affaires. Oui, c'est vrai que la commission du film Île-de-France a pour mission justement de développer l'activité de production en région Île-de-France, et ça passe notamment par la promotion des sociétés de l'industrie, des industries techniques françaises et notamment d'effets visuels. Et c'est vrai qu'une de nos missions justement, c'est de permettre à ces entreprises de se développer à l'international, de conquérir de nouveaux marchés. C'est pour ça qu'on organise notamment une présence sur des salons comme le festival d'animation Annecy, le MIFA. On est présent chaque année à Hong Kong avec le Film Art, et on essaye de permettre, pas seulement aux sociétés d'effets visuels, mais également aux studios d'animation, aux gens qui travaillent dans le milieu de la post-production, de se développer, et parfois on les aide aussi, on les met en relation avec un certain nombre de donneurs. Donc ça fait partie effectivement de nos missions, comme également l'accueil du tournage, mais je crois que c'est un autre sujet, peut-être on en parlera un autre jour. Une autre fois, oui. Merci beaucoup Yann Marché. Alors Philippe Sueur, un mot aussi sur le Paris Image Digital Summit. Pourquoi finalement c'est une sorte de vision d'avoir investi sur un tel festival ? Oui, dans une certaine mesure, hein, c'est une vision. Mais il y a une logique. Il y a une logique, c'est que notre Centre des Arts, qui a ouvert en 2001, a fixé pour objectif, et c'était ce que je souhaitais, de travailler sur la musique, la danse et l'image. Hein. Et l'image, très vite, hein, nous avons été investis par les nouvelles technologies dès 2004. Hein, dès 2004, on ne parlait pas encore de numérique, mais nous avons eu les premières expériences de notre ami japonais Kenji Murakami, qui est d'ailleurs l'inventeur de la console Sega, et il nous a
proposer des spectacles chorégraphiques, notamment en 3D. Hein, c'est-à-dire que nous avons doublé l'image réelle, qui est celle donc du danseur, des danseurs, et la projection de son double, non pas holographique comme on sait le faire aujourd'hui, et au Centre des Arts en particulier, mais par des images mobiles. C'est ainsi qu'on est entré dans une vision, un monde, un univers du numérique. Anguin a été reconnu comme tel par le ministère de la Culture, parce que nous sommes une scène nationale donc conventionnée, et par l'UNESCO. En 2013, nous avons été élus dans ce collège très prisé des villes créatives UNESCO, dans la catégorie évidemment art numérique. Alors hier soir, nous avons interviewé Stéphane Singier du pôle de compétitivité Cap Digital sur l'attractivité et le développement pour l'Île-de-France. Je vous propose, Philippe Sueur, de l'écouter. Volontiers. C'est pour nous quelque chose d'important parce que le numérique sur la région Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, dont un peu plus, donc 6 millions qui sont des actifs. Et le numérique, ça représente près d'un emploi sur 10, c'est-à-dire 9%, plus d'1,5 million de personnes dans la région. Et si on prend après ceux qui sont dans l'entertainment, et là je vais me limiter au secteur de la production cinéma, télévisé et de la post-production, alors que évidemment il y a les jeux vidéo, il y a les parcs à thème, il y a un certain nombre d'autres choses, mais juste sur ces secteurs-là, les emplois permanents plus les emplois intermittents, c'est 130 000 emplois. Donc il faut savoir que c'est une activité qui génère beaucoup d'emplois, du chiffre d'affaires, et puis ces contenus, assez souvent, c'est des contenus créatifs qui sont visibles à l'international et qui servent en même temps à la visibilité de notre territoire et qui créent une attractivité. Donc il faut vraiment voir ça dans cet ensemble, et les VFX sont une sous-partie qui permet en fait, dans des films ou dans des contenus, de faire des effets spéciaux pour raconter une histoire et qui doivent être au service de l'histoire. Donc c'est des effets spéciaux qui peuvent inventer un univers inconnu, mais ça peut être aussi rajeunir ou faire vieillir des acteurs, ça peut ou habiter sur une autre planète. En fait, il y a que vous regardiez Avatar ou d'autres films à effets spéciaux, on est toujours dans un univers narratif qui a été inventé, et quelqu'un a tenu un stylo, a eu une idée, et derrière il faut que vous ayez des artisans du numérique qui soient capables de mettre en image ces environnements, et puis d'ailleurs d'y associer aussi le son, parce que pour que c'est une réalité, il faut l'ensemble. Alors, est-ce qu'il y a une évolution forte des métiers dans ce domaine ? Alors d'abord, c'est un secteur qui est en développement extrêmement important. Demain, le CNC associé à Audience vont présenter une étude sur l'évolution des métiers. J'ai croisé quelques images qui seront présentées demain. Et on voit qu'en 10 ans, c'est un secteur où il y a eu 40% d'emplois en plus. Donc c'est un secteur qui se développe de manière extrêmement importante. Et juste sur l'année dernière, c'est 15% d'emplois sur le secteur des effets spéciaux. Il y a une étude qui a été commandée par le CNC auprès de Jean Gaillard, qu'on peut trouver sur Internet en tapant Jean Gaillard, CNC, études, effets spéciaux, et qui justement analyse ces différents secteurs et fait des propositions pour qu'en France on puisse encore mieux développer ce secteur, sachant qu'on a à proximité de chez nous des concurrents qui font plus de business que nous, qui sont les Anglais, et qu'on a certainement une opportunité avec le Brexit pour récupérer certains studios anglais. Donc voilà, il y a encore des marges de progression en termes d'emploi pour notre territoire. Ensuite, au niveau de l'évolution des VFX, quelle vision avez-vous ? Alors, par chance, je viens juste de modérer une conférence là sur quel futur pour les VFX. Et
Les directions sont d'une part l'arrivée du temps réel dans les outils pour fabriquer ces effets spéciaux. Ce qui veut dire que certains films complexes, on faisait ce qui s'appelle des prévisualisations. Ça voulait dire de manière un peu simplifiée, hein, comme si on faisait des images d'un mauvais jeu vidéo, de faire un storyboard animé en 3D et qui permettent au réalisateur de trouver le rythme de son film, les cadrages des plans, donc ça s'appelle la prévise. Et en fait, l'arrivée de la puissance informatique va nous permettre d'améliorer ces images. Et finalement, d'amélioration en amélioration, on va peut-être se retrouver à non plus avoir des images simplifiées pour la prévise, mais qui pourraient devenir quasiment les effets spéciaux finalisés. Et ça, c'est la puissance de calcul. Probablement, l'arrivée aussi des réseaux très haut débit 5G vont nous permettre d'avoir des puissances de calcul distantes. Et comme ces réseaux vont permettre et du très haut débit et un taux de latence très faible, taux de latence, ça veut dire que quand vous, par exemple, si vous étiez dans un jeu, vous tournez votre volant, il faut que l'image elle tourne en même temps que le volant. Et si vous avez un taux de latence élevé, vous tournez votre volant et finalement ça met 10 secondes pour que l'image suive. Là, justement, l'arrivée de cette future génération de normes de télécommunication sans fil, c'est un taux de latence qui est quasiment, qui est très très faible. Donc, quand on est distant, si on est connecté sur un data center avec une bonne puissance de calcul, on va pouvoir avoir quasiment des images finalisées, des effets qu'on est en train de mettre sur une scène. Donc, on pourra les avoir en temps réel. Tiens. Voilà, parce que n'oublions pas que pour faire un film, pour faire une image dans un film, il y a plusieurs images par seconde. Alors Philippe Sueur, vous voulez réagir à ce que dit Stéphane Singier de Cap Digital, peut-être? Oui, volontiers. Cap Digital, pour nos auditeurs, c'est un énorme cluster qui a été érigé en pôle de compétitivité sur tous les métiers du numérique, pas seulement évidemment ceux du spectacle. C'est quelques 1200 entreprises, des startups, mais des startups qui ont aussi beaucoup grandi. C'est un lieu à la fois de promotion, mais surtout de transversalité. C'est important d'évoquer le rôle des pôles de compétitivité dans les domaines en pointe de nos technologies et industries françaises. Donc Cap Digital fait partie de cela. Ce qui vient d'être dit est évident. Nous sommes là dans une véritable industrie. 130 000 emplois, c'est quoi que sur le cinéma en Ile-de-France, c'est une grande tradition de l'industrie du cinéma depuis 100 ans. Nous sommes ici à Enghien-les-Bains, Épinay et voisins. Épinay, c'est une ville du film. Il y a encore certainement 1500 à 2000 emplois primaires et secondaires du film à Épinay. Les studios Éclair, naturellement, historiques. Ainsi, nous avons un enjeu. Cet enjeu, il est celui, bien sûr, économique. Il est aussi un enjeu culturel. Je pense que sur l'Île-de-France, mais c'est tout le problème de la France, c'est l'indépendance culturelle. Ça a été un grand débat il y a quelque temps avec le ministère de la Culture. Et là, nous avons, je pense, des vraies réponses. L'interlocuteur, l'interviewé, rappelait donc la dynamique du métier, 15%, bien sûr. Et je pense aussi que nous avons une capacité à accueillir ou à faire des joint ventures de plus en plus lourds avec les majors britanniques. D'ailleurs, mais ils sont présents. Phil Mondon est présent à Digital Image d'Enghien 18. Alors, hier soir au PIDS, nous avons rencontré Margot Durand-Rival des Android associés qui explique son métier de superviseur. Je vous propose de l'écouter. Android associés travaillent pour de la cinématique de jeux vidéo notamment. On travaille aussi pour du long métrage. Alors on a travaillé pour des films qui sont sortis ou qui vont sortir comme Dans la brume. On va travailler aussi pour la suite du film Aladdin. Et on travaille aussi pour des longs métrages internationaux. Les Android associés ont travaillé sur un long métrage chinois qui s'appelait Feng Cheng Ben. Et voilà, des futures collaborations pour Hollywood dont on ne peut pas encore parler.
Ça c'est bien normal, c'est le secret du futur. Quel est votre métier alors au sein des Android associés? Alors je suis superviseur de prévisualisation. Donc la prévisualisation, en fait, c'est tout l'art de mettre en scène pour un film, pour une cinématique ou pour un film d'animation. Donc de travailler tout ce qui est caméra, mise en scène, découpage de plans, et donc de prévoir à l'avance avec le réalisateur comment on va mettre en scène son film et comment on va le cadrer. Quelles compétences, quelle formation faut-il pour faire ça? Eh bien, pour commencer, on travaille avec des outils, donc des logiciels de 3D, donc il faut la connaissance de ces logiciels. En général, on fait des écoles d'animation ou de cinéma pour apprendre ces logiciels. Et après, en tant que ce qu'on appelle prévisualisation artiste, on a des besoins très spécifiques parce qu'il faut aussi bien connaître la partie technologique du software, donc de pouvoir travailler avec le logiciel 3D, mais il faut aussi avoir des connaissances de cinéma. Il faut savoir cadrer, il faut connaître comment fonctionne une caméra, l'utilisation des focales, avoir des notions aussi de montage puisqu'on met en scène des séquences. Il faut savoir comment enchaîner des plans et avoir une très grande culture du cinéma pour pouvoir discuter avec un réalisateur et l'aider à mettre en œuvre sa vision. D'accord, donc vous sortez de quelle école, si on peut dire, de formation? J'ai fait une école qui s'appelait à l'époque Supinfocom à Arles, qui maintenant s'appelle MOPA, et c'est toujours la même école, elle a juste été renommée, et donc voilà, on a la chance en France d'avoir les meilleures animations, les meilleures écoles d'animation et de formation qui sont reconnues dans le monde entier, et d'avoir des écoles qui nous forment parfaitement à ce type de métier. Et vous en êtes un exemple puisque vous étiez en Angleterre, à Londres, je crois, pour les années précédentes. Oui, tout à fait. Je viens de passer 5 ans à Londres dans une entreprise spécialisée en prévisualisation qui s'appelle The Third Floor, où j'ai eu la chance de travailler sur des longs métrages d'Hollywood, puisque la plupart des longs métrages hollywoodiens se tournent à Londres. Donc j'ai notamment pu travailler sur des films comme Mission Impossible Rogue Nation ou le dernier Star Wars Rogue One. Et ça permet vraiment de pouvoir utiliser tout ce qu'on a appris en France, de le mettre au service de ces films. Et puis voilà, maintenant j'ai le plaisir d'être rentré entre guillemets au bercail et de pouvoir utiliser cette expérience et le mettre au service du marché français. Donc le marché français est venu à vous, de quelle manière? Eh bien en fait en France maintenant, ça bouge beaucoup au niveau des effets spéciaux. On va dire que le gouvernement a aussi fait beaucoup d'efforts là-dessus puisqu'il y a un crédit d'impôt qui encourage les tournages internationaux en France et ça permet de ramener des projets. Et tout simplement l'industrie se réveille, se rend compte qu'on a tous ces talents qui justement partent à l'étranger et que ce serait tout aussi bien de les garder. Et en ce moment, l'industrie se porte extrêmement bien. On voit que tous les studios recrutent énormément malgré le fait qu'il y a de nombreuses écoles qui se créent chaque année. Il y a vraiment un marché extrêmement florissant. Et voilà, donc du coup en France, il y a beaucoup de choses à faire. Alors on se retrouve ici au PIDS, au Paris Image Digital Summit. Quel est l'intérêt pour vous de venir à ce forum des VFX? Mais tout l'intérêt, c'est justement de prendre un petit peu la température de ce milieu, de voir comment il se porte, de voir si on travaille sur de plus en plus de projets, si les boîtes d'effets spéciaux ont la chance de travailler sur des projets un peu plus internationaux, évidemment faire du relationnel, de rencontrer tout le monde et de créer des liens entre les boîtes, et puis aussi de voir les étudiants qui viennent ici, qui viennent nous demander comment ça se passe, nous poser des questions et les orienter pour qu'ils puissent être formés au mieux pour ensuite rejoindre nos équipes. Margot Durand-Rival, la prévisualisation, n'est-ce pas une niche? Est-ce que c'est vraiment un domaine sur lequel on a besoin d'être très pointilleux? Par exemple, travailler en prévisualisation, c'est vraiment créer une relation avec un réalisateur pour lui permettre de visualiser son film. Et au final, en général, c'est effectivement quelque chose qui se trouve cantonné à un petit département dans une boîte d'effets spéciaux, mais en faire uniquement son métier, c'est aussi devenir bien plus compétent et bien meilleur. Et ça permet aussi de créer un cadre pour le réalisateur déconnecté de la chaîne de production, dans lequel il peut vraiment s'exprimer et vraiment développer ses idées. Donc je pense que non, mais on reste assez généraliste au final parce que quand on fait de la prévisualisation, on touche à tous les domaines. On fait de l'animation, on fait du cadrage, on fait du montage, on fait plein de choses différentes. Donc au final, c'est pas non plus s'enfermer dans une voie trop spécifique. Donc les Android Associés, c'était une société qui existe depuis 10 ans, qui a commencé avec 3 personnes et maintenant vous êtes à peu près entre 25 et 30, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça a énormément augmenté ces dernières années. On a de plus en plus de projets, notamment grâce à des partenariats avec des entreprises américaines et on recrute toujours, on recrute tout le temps. C'est pas évident de trouver des gens justement très spécifiquement formés pour ce qu'on fait. Donc en général, on recrute beaucoup de jeunes recrues qu'on va ensuite former pour être vraiment opérationnels à ce qu'on fait. Mais oui, on a la chance que ce soit, comme tous les effets spéciaux en ce moment, un milieu assez florissant dans lequel il y a beaucoup de travail. Alors il y a beaucoup de travail, mais on a entendu cet après-midi que ça évolue, le matériel comme les logiciels. Est-ce que ça ne fait pas peur? Est-ce que les métiers soient complètement différents dans peu de temps finalement?
C'est sûr qu'ils évoluent et qu'ils seront différents. Après, est-ce qu'on sera remplacé? Je ne pense pas. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment rester dans le train en marche, entre guillemets, et ne surtout pas se reposer sur ses lauriers. Il faut constamment apprendre de nouveaux logiciels et suivre la technologie pour ne pas se laisser dépasser. Moi, je me rappelle, je faisais de l'animation quand j'ai commencé, de l'animation 3D, et le jour où on a inventé la motion capture, on nous a dit de toute façon les animateurs c'est fini. Maintenant, on va capturer les mouvements des acteurs et plus personne n'aura besoin d'animer. Maintenant, 10 ans plus tard, on se rend compte que c'est complètement faux. C'est des choses qui sont complètement complémentaires et l'un ne remplace pas l'autre. On utilise les deux et donc en fait la machine entre guillemets ne remplacera pas l'artiste. Donc en fait il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ces technologies. Par contre il faut vraiment pas se laisser dépasser et ça c'est pas évident. Il faut être tout le temps en train de se former. Alors ça veut dire que les formations c'est tous les combien par année, ça vous prend combien de temps? C'est difficile à quantifier parce que c'est vraiment, on fait pas vraiment des formations, on va dire entre guillemets formelles. C'est vraiment suivre l'actualité, se rendre compte qu'il y a un nouveau logiciel qui sort, prendre le temps de regarder un petit peu comment ça marche. Et c'est souvent en fait les projets qui vont nous amener à changer de logiciel ou à suivre la technologie. Typiquement, aux Android Associés récemment, on a eu à travailler pour la première fois sur un projet en ce qu'on appelle VR, en réalité virtuelle. Et donc du jour au lendemain, il a fallu se poser la question de quels outils utiliser pour faire cette prévisualisation. Et on s'est rendu compte que ce qu'on utilisait de manière classique pour le film n'était pas pratique parce qu'on n'avait pas de retour en temps réel et donc typiquement on a utilisé un moteur de jeu plutôt qu'un logiciel de 3D pour la première fois parce que le projet le nécessitait. Alors comment vous faites pour trouver tous ces produits logiciels parce qu'il n'y a plus vraiment de salon en France où on peut voir tout ça? Les joies d'internet. on suit forcément des actualités sur tout ce qui sort. Ça fait partie vraiment de notre temps. Ça pour le coup, tous les jours on passe le temps à regarder ce qui se fait, regarder des démos, etc. Voilà, même si c'est que quelques minutes par jour, se tenir au courant des dernières nouveautés est très très important et prendre le temps de les tester quand on peut, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand on a beaucoup de travail, on est souvent en flux tendu et en flux tendu c'est difficile de prendre le temps de se dire bon bah voilà on va tester un nouveau logiciel, mais ça fait partie effectivement de notre métier de se tenir au courant et d'essayer tout le temps des choses. Alors un bon point, je dirais, dans ce que notre interview d'aujourd'hui, c'est que vous nous disiez tout à l'heure que finalement c'est un mélange de toutes les nationalités qui se rejoignent pour travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Oui, je trouve qu'il y a vraiment une évolution en France à ce niveau-là où il y a une dizaine d'années quand même c'était très franco-français dans les studios. Maintenant, depuis qu'on s'ouvre un petit peu à l'international pour les projets, etc., on a aussi le recrutement s'ouvre aussi un petit peu plus. Je trouve qu'on commence à voir dans les entreprises de temps en temps des Espagnols, des Écossais. Nous, ça nous arrive de recruter des personnes de l'étranger et c'est extrêmement bénéfique. Je pense que les gens font de plus en plus l'effort de parler anglais puisqu'ils sont obligés de travailler avec des clients américains, par exemple. On n'a plus le choix. On n'est plus que entre nous et donc on fait l'effort de changer de langue et c'est bénéfique pour tout le monde parce que tout le monde a des formations différentes et des choses à apporter et voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir travailler avec des gens qui viennent du monde entier. Merci Margot Durand-Rival. Philippe Sueur, peut-être un petit mot de conclusion sur ce sujet. Volontiers par une annonce, parce qu'on vient de prendre conscience que nous sommes vraiment là sur des faisceaux de métiers qui en réalité convergent sur l'artistique. Il y a un digital artiste et s'il y a du talent né, pour beaucoup, ça s'apprend. Et les écoles ont été évoquées. Les écoles françaises sont très réputées, l'école Méliès en particulier. Elle a son siège à Orly. Et nous avons, j'annonce qu'avec son directeur général et fondateur Franck Petita, nous ouvrons à Enghien-les-Bains, dans des locaux municipaux, l'ancien CFA municipal, une annexe de l'école Méliès, qui ouvrira ses portes en septembre prochain et elle aura notamment une connotation sociale sensible extrêmement importante. Une partie des élèves seront recrutés sur la base de l'école de la deuxième chance. Eh bien, on est très content d'avoir une école des effets visuels à Enghien-les-Bains, donc c'est pour l'automne 2018. Merci beaucoup Philippe Sueur. On part tout de suite avec Léo, c'est les infos de Léo. Léo, qu'est-ce que la Direct ? Créée en 2010, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi regroupent des services administratifs issus de divers horizons. Commerce extérieur, tourisme, commerce et artisanat, intelligence économique, industrie, travail et emploi, concurrence et consommation. Elles ont pour but de favoriser le développement des entreprises et de l'emploi, améliorer la qualité du travail et des relations sociales, assurer la loyauté des marchés et la sécurité des consommateurs. Alors Ripple sera-t-il un concurrent de LinkedIn ?
Une nouvelle application de mise en relation professionnelle vient d'être lancée par des anciens de Tinter au salon CES de Las Vegas qui risque bien de réinterdicer LinkedIn. Elle reprend les mêmes principes que l'appli Tinter, qui, avec son sweep et le fameux match, a révolutionné la rencontre virtuelle. Mais comment ça fonctionne? Grâce à la géolocalisation, les utilisateurs se verront proposer différents profils à proximité d'eux. Commence alors le tri, actifs et actives pourront balayer à gauche ou à droite les contacts suggérés, sauf que les profils retenus le seront, cette fois-ci, pour leurs compétences et non pour leur Apple. Il sera également possible d'ajouter à son panier une personne rencontrée en live grâce au système de reconnaissance faciale de votre smartphone. Signalement que les failles de sécurité de Tinter n'ont toujours pas été corrigées. Alors le journal Marie-Claire fait le pari du gratuit. Un an après l'annonce de la refonte du groupe, avec le rapprochement de la famille et Magic Maman, le média effectue un virage à 180 degrés sur sa stratégie pour passer en gratuit. Le bimestriel sera désormais distribué dans des lieux dédiés comme les pédiatres, crèches, maternités. Magic Maman espère conquérir de nouvelles lectrices. Il affichait une diffusion en France payée de près 70 000 exemplaires en moyenne lors du premier semestre 2017. Son objectif maintenant, 120 000 exemplaires par numéro. Safran embauche. Depuis le succès des ventes du moteur LEAP, le groupe français embauche ouvriers et ingénieurs. À l'heure actuelle, il est proposé 1587 offres d'emploi. Environ 1000 postes ouvriers, usinage, maintenance et logistique, et 500 postes d'ingénieurs, experts en système d'information, développeurs, experts en data et logiciels sont recherchés. Et ce n'est pas fini. Safran investit encore en recherche et développement des drones de défense. Une sortie de crise semble se profiler pour les architectes. Oui, à peine une vingtaine d'agences réalisent chacune plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Citons AREP, 80,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, suivi d'une quarantaine de structures qui font entre 5 à 10 millions de chiffre d'affaires par an. Si l'an dernier, le revenu moyen ne dépassait pas 35 000 euros par mois, soit entre, soit entre 2 000 et 3 000 euros par mois pour la médiane, leur situation s'améliore doucement grâce notamment aux grands projets de gare et de réaménagement urbain. Les mouvements des entreprises grimpent dans la tech européenne. Les fonctions acquisitions s'emballent par la tech européenne. Les négos ont grimpé de 56% par an depuis 2015 à plus de 85 milliards d'euros. Les groupes européens sont les prêts au rachat de start-up, passant devant leurs rivaux, les Américains et les Asiatiques, deuxième acquéreur les plus actifs. Merci beaucoup Léo. Maintenant on passe à la rubrique immobilière, le secret de Larissa Minoff. Bonjour Larissa. Bonjour Florence. Donc aujourd'hui nous allons parler des chaudières. Donc quel type de chaudière choisir? Au gaz naturel, à bois, au fioul ou à condensation? Donc si votre chaudière arrive en fin de vie et vous souhaitez faire des économies d'énergie, voici un petit mode d'emploi. Donc bien sûr, à condition d'avoir un logement bien isolé, une chaudière de dernière génération permet de réaliser environ 20% d'économie sur la facture d'énergie. Je trouve assez mal. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour les principaux modèles disponibles sur le marché. Donc les modèles à condensation éligibles au crédit d'impôt. Leur prix s'élève et s'étage de 3 000 à 7 000 euros. Bien adaptées au grand volume, elles permettent d'économiser de 15 à 20% d'énergie. Elles sont éligibles au crédit d'impôt. Après, nous avons les chaudières basse température qui sont économiques. Idéales pour les surfaces moyennes, elles permettent de réaliser environ 15% d'économie. Leur prix démarre autour de 3 000 euros et l'installation est aisée. Cette technologie, malheureusement, n'est plus éligible au crédit d'impôt, mais peut ouvrir des droits aux aides de l'ANA. Les chaudières à granulés de bois, chères, même très chères, mais éligibles au crédit d'impôt. Ces chaudières ont un prix quand même assez élevé, environ 15 000 euros, et la nécessité d'installation d'un silo pour entreposer les pelles.
Donc aujourd'hui, au chapitre des avantages, elles sont bien sûr éligibles au crédit d'impôt et le prix des granulés environ 350 € de tonne est moins onéreux que celui de fioul. On va parler des chaudières à bois fonctionnelles qui fonctionnent en fait manuellement. Écolo est bien sûr éligible au crédit d'impôt. Les prix des chaudières de bois vont de 3 500 à 9 000 €, mais elles sont bien sûr vite amorties parce que le bois ne coûte pas cher. Les chaudières à condensation fioul, elles sont performantes, donc la chaudière peut être raccordée à l'ensemble du système de chauffage fonctionnant à base d'eau chaude. L'économie peut atteindre 20% par rapport à une chaudière fioul traditionnelle. Elle est éligible au crédit d'impôt, elle est peu polluante. Ces chaudières valent de 7 000 à 10 000 €. Merci Larissa. Alors pour conclure cette émission spéciale VFX, la France a tous les atouts pour devenir un leader mondial dans les effets spéciaux. École extrêmement réputée, des talents reconnus que l'on s'arrache à l'international, des entreprises innovantes, la filière a du mal à peser sur la scène internationale, affectée, on vous l'a dit, notamment par la concurrence fiscale d'autres pays. Mais la France en a pris conscience et juste pour le premier semestre 2017, 8 millions d'euros ont été investis par le cinéma dans les effets spéciaux. C'est donc plus qu'encourageant, d'autant que la production d'effets spéciaux s'est relocalisée à plus de 90% dans l'Hexagone, même si les quelques 100 millions d'euros d'effets spéciaux de Valérian par Luc Besson ont été majoritairement réalisés aux États-Unis. Les institutions françaises l'ont comprise, elles sont en train de mettre en place l'envie de donner de plus en plus aux réalisateurs de travailler en France. En tout cas, nous, notre émission, c'est fini. On vous laisse en compagnie de l'équipe d'Isabelle Durand. On vous retrouve lundi avec plaisir. Bon week-end. Au revoir à tous. Et merci beaucoup. Ouais, c'était intéressant, non ?